Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Réginald Savage, économiste, professeur à la FOPES et surtout un peu un des premiers chercheurs à nous avoir rejoints dès le début du projet Econosphère. Merci. Voilà, bonjour tout le monde, on m'entend bien partout, Thierry aussi. Voilà, donc moi j'ai intitulé mon exposé Part salariale, compétitivité et indexation, les particularités du cas belge. Alors en fait, on va surtout parler de part salariale et un peu de compétitivité, mais pas trop. Parce qu'en fait, les questions de compétitivité, à mon sens, masquent souvent les questions redistributives. Mais dans le contexte belge, je crois que c'est important de le marquer, parce qu'effectivement, en Belgique, si on regarde les choses, on n'a pratiquement pas de débat sur la part salariale. C'est une notion qui est relativement peu connue, sauf je vais pas dire quelques spécialistes, mais de quelques personnes un peu plus pointues. Et en Belgique, on parle surtout de compétitivité. Donc c'est un peu pour mettre les choses à l'envers. À l'endroit, non. À l'envers, ça c'est vous qui jugerez par la suite. Alors pour ce qui est de l'exposé, ben, je vais grosso modo essayer de le faire en 3 parties. D'abord, un peu voir ce qu'il y en est de la part salariale belge. Une question empirique. Finalement, la part salariale belge, elle a baissé, elle a monté. Quels sont les constats qu'on peut faire en la matière? Donc, on va essayer de faire un essai de clarification. Deuxièmement, on va faire une mise en perspective internationale, voir ce qui s'est passé les autres pays par rapport à l'Union européenne. Resituer le contexte, la question de la part salariale belge dans celui beaucoup plus large des évolutions au niveau international. Bon, je serais un peu frustré parce que je ne pourrais pas trop en parler, mais il y en a qui en parleront beaucoup mieux que moi par après, donc j'essaierai de tenir ma langue sur cet aspect-là, sauf peut-être dans les discussions par la suite. Si on met une mise en perspective, je fais quand même un peu une mise en relation avec les questions d'indexation et de compétitivité dans le cas belge, parce qu'effectivement les questions se posent aussi dans ce contexte-là. Et puis si j'ai le temps, hein, parce que je suis parfois un peu trop ambitieux en termes d'exposé, si j'ai le temps, je vous donnerai aussi un certain nombre d'indications sur l'évolution macroéconomique des revenus dans un cadre un peu plus large, pas simplement focalisé sur les revenus de travail capital dans le sens macro du terme, mais également en termes de l'évolution des revenus de la propriété. Ce n'est pas nécessairement toujours exactement la même chose. Voilà. Alors, petite intro. Pour moi, la question de la part salariale, c'est une question bien sûr aussi de répartition des richesses, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord une question de modèle de croissance qui s'est mis en place depuis le début des années 80. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'est très important de voir que la question de la part salariale est un des éléments qui fait partie d'un contexte beaucoup plus large, et notamment qui met en scène ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie et un certain découplage entre l'évolution des revenus productifs d'une part et de la manière dont ils sont réinvestis dans l'économie. Et donc, on est bien en face, en tout cas au niveau international, et c'est maintenant largement reconnu par le FMI, par la Commission européenne, etc. Il ne faut pas parler de régime de basse pression salariale, bien entendu, mais la baisse de la part salariale au niveau international est maintenant quelque chose qui est reconnu. Bien sûr, on essaye de l'expliquer, de la justifier par toute une série d'éléments, mais c'est quelque chose qui ne fait plus de débat à proprement parler sur le plan empirique au niveau général. Je trouve que le débat est très d'actualité aussi quand on voit ce qui se passe en termes de politiques d'ajustement qui sont imposées aujourd'hui aux pays du Sud, notamment des politiques de déflation salariale, d'ajustement salarial, on appelle le dévaluation interne. Ce sont des dévaluations qui ne disent pas leur nom. Et tout ça dans un contexte où on n'a pas vraiment de relance salariale dans les pays du Nord, dans les pays qui pourraient se le permettre. Donc ça permet de situer un peu le contexte de la discussion, d'autant plus que la Belgique, il faut savoir, fait quand même partie, jusqu'à preuve du contraire, grosso modo, du noyau dur. Elle a toujours essayé de coller au modèle allemand dans une large mesure. Alors, pourquoi est-ce que ce débat est peu présent en Belgique? En Belgique, on est une petite économie ouverte. On est une économie en quelque sorte dominée à ce niveau-là par un ensemble de contraintes internationales, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire, mais disons que ça pèse très lourdement sur le terme du débat politique en Belgique. Voilà, je vais passer directement aux choses un peu plus empiriques, un peu plus factuelles. Le problème en Belgique, on pourrait dire, bon, on va aller voir ce que c'est que la part salariale en Belgique, mais il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données officielles en tout cas. Je ne vais pas faire l'histoire de la comptabilité nationale, mais les données détaillées qui sont publiées maintenant, les premières années qui sont reprises dans ces statistiques, c'est 1795. Donc en Belgique, l'histoire commence en 1995 sur le plan statistique.
Si on veut avoir des séries plus longues, ben, il faut travailler soi-même, il faut rétropoler des séries, il faut faire un travail de bénédictin pour le faire. Par contre, il y a effectivement deux sources qui sont largement citées, notamment dans les comparaisons internationales. Ce sont les sources européennes, hein, avec le label de neutralité qu'on leur connaît. La donnée AMECO, qui est une donnée macroéconomique qui concerne l'ensemble de l'économie, qui est une source qui est largement utilisée, dans laquelle on a des chiffres sur la part salariale corrigée, je reviendrai là-dessus. Et puis on a une banque de données plus détaillée au niveau des branches, qui est la banque de données Euklems, qui démarre en 1970. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on regarde les chiffres pour la Belgique en la matière? Alors, vous avez un premier graphique qui vous donne d'une part les droites qui descendent fort, ça c'est la part salariale au niveau européen. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, hein, on a une tendance lourde à la baisse de la part salariale au niveau de l'ensemble de l'économie, au niveau européen, que ce soit mesuré au niveau de la zone euro ou au niveau de l'Europe des 15. Par contre, si on regarde la Belgique, on a un profil qui est quand même méchamment différent. Hein, selon cette banque de données, on a une forte hausse de la part salariale corrigée pendant les années, ici c'est les années, oui, c'est ça, au début de période, et puis on a une quasi-stabilisation. Donc si on regarde en termes d'évolution, en termes de trend, du côté belge, c'est quasi stable. Hein, donc on serait en Belgique un cas atypique. Oui, mais il faut aller voir comment ces données sont construites, comment elles ont été évaluées. Donc il faut d'abord savoir que quand on discute de part salariale, il n'y a pas qu'une seule mesure qui est possible. Il y a différents champs d'analyse qui sont possibles. On peut essayer d'analyser ça au niveau de l'ensemble de l'économie, en y compris le secteur public, hein, donc l'ensemble de l'économie, donc avec les trois secteurs, les ménages, les entreprises, l'administration publique. On peut essayer de voir ça au niveau de l'économie marchande, en excluant le secteur public, mais en fusionnant en quelque sorte le secteur des ménages, c'est-à-dire le secteur des travailleurs indépendants et celui des salariés. Ou on peut les voir à un niveau un peu plus fin, qui est celui des sociétés, quasi-sociétés, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on ne prend pas en compte les travailleurs individuels. Et même plus précisément, on peut aller voir le champ des sociétés non financières. Pourquoi? Parce que chacun sait bien que la mesure de la valeur ajoutée au niveau du secteur financier est quelque chose de problématique. Il y a eu beaucoup de révisions méthodologiques et statistiques qui ont été faites au cours du temps en la matière. Et donc, on peut avoir des biais si on incorpore le secteur financier dans l'analyse de la part salariale. Et donc, en fait, ce qui a été fait, c'est deux choses qui ont été faites pour essayer d'avoir une vision davantage comparable avec les chiffres européens. On s'est rendu compte qu'un premier problème provient de la fusion qui est faite du secteur des ménages et des salariés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en tout cas dans le contexte belge, je n'ai pas fait d'analyse approfondie sur les cas étrangers, mais dans le contexte belge, on a une situation où en fait les rémunérations des indépendants étaient historiquement au départ, notamment dans les années 60, au début des années 70, beaucoup plus élevées en moyenne que les rémunérations salariales. Et on observe une inversion en fin de période. Si on regarde les statistiques officielles, on voit que les revenus des indépendants, tels qu'ils sont repris dans la comptabilité nationale, sont structurellement inférieurs à la moyenne des revenus salariaux. Et donc, on a un changement important dans l'évolution des revenus relatifs. Or, qu'est-ce que font les instances internationales quand elles font des comparaisons internationales? Pour ne pas se compliquer la vie, elles ont une règle très simple. Elles font une correction pour tenir compte de ce qu'on appelle la salarisation, c'est-à-dire le fait que dans l'histoire économique, il y a des changements dans la part relative des salariés et des indépendants. Si vous avez plus de salariés et moins d'indépendants, il est logique que la part salariale, tout autre chose égale par ailleurs, augmente. Là, vous le suivez toujours, s'il y a une réduction du nombre d'indépendants et une augmentation du nombre de salariés, même si le revenu relatif ne change pas, ça fait augmenter la part salariale dans le revenu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une déformation de la structure de revenu capital-travail. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais ce qu'on ne fait pas, il n'y a pas de correction pour les revenus relatifs. Or, dans le cas belge, ceci est tout à fait fondamental. Si on fait une correction pour les revenus relatifs, alors on obtient le graphique qui est ici au tableau. Vous avez la première série que je vous ai montrée, qui est la part salariale sous la forme européenne AMECO, donc avec la forte hausse pendant les années 60 jusqu'à la fin des années 70, puis une correction, mais si on regarde sur le long terme, on a bien historiquement une stabilité, voire une légère tendance haussière.
Si on fait la correction maintenant pour les revenus relatifs des indépendants, qui incorpore effectivement le fait qu'au départ, les revenus des indépendants étaient largement plus élevés, donc il faut tenir compte de ce facteur-là, mais que par la suite, ils sont plutôt plus bas, en tout cas en termes déclarés par rapport aux revenus salariaux, on a la deuxième courbe. Et à ce moment-là, on a effectivement, on observe effectivement bien une tendance baissière. Donc une inversion complète de perspective. Dans la banque donnée Ameco, on a une augmentation de 5 points de PIB de la part salariale telle qu'elle est mesurée. Si on prend les chiffres corrigés pour tenir compte des revenus relatifs, on a une baisse de 3 à 6% selon la période que l'on observe. Donc ça, c'est un premier constat. Et ce constat est conforté quand on analyse, ça je vais passer, quand on analyse l'évolution de la part salariale dans un secteur plus restreint que celui des sociétés et quasi-sociétés. Si on prend cette analyse-là, donc si on regarde l'évolution des rémunérations salariales dans les sociétés et quasi-sociétés, là où il n'y a pas ce problème de correction pour le revenu des indépendants, puisque par définition, dans ce secteur, il n'y a que des travailleurs salariés, on a la courbe en bleu, qui, voyez-vous, est très largement parallèle à celle qu'on obtient si on prend la série corrigée pour les revenus relatifs des indépendants. Et donc, on a dans les deux cas une confirmation de ce dont on peut résulter, c'est que la Belgique ne fait pas exception à la règle. Si on essaie d'analyser l'évolution de la part salariale, on a bien une tendance baissière relativement marquée de cette part au cours des 30-40 dernières années, baisse qui se poursuit même en fin de période, puisque vous voyez ici que au cours des 7-8 dernières années, on a un tassement supplémentaire. Bien sûr, si je devais rajouter 2012, il est clair qu'en 2012, on va avoir une remontée de la part salariale, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ce n'est pas que les salaires vont augmenter tout de suite, c'est qu'on va avoir une croissance zéro, et que dans ce contexte-là, avec l'inertie des évolutions salariales, on aura une montée temporaire de la part salariale en 2012. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie empirique sur le cas belge. Le constat qu'on peut faire, c'est effectivement celui d'une baisse à moyen terme. Alors bien sûr, la baisse qui est marquée ici, on peut en discuter l'ampleur relative, parce qu'effectivement, les statistiques des pistes sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas parfaites en Belgique. On peut se poser des questions sur les raisons pour lesquelles il y a une telle dégradation des revenus relatifs des indépendants par rapport aux salariés dans les comptes nationaux. On peut faire certaines hypothèses. On a eu des discussions avec les gens du Conseil central économique pour essayer d'expliciter et de comprendre un certain nombre d'évolutions qu'on observe en Belgique. Une hypothèse qui peut être faite, c'est qu'effectivement, et c'est aussi pour des raisons fiscales, c'est qu'un certain nombre d'indépendants en Belgique font passer leurs revenus en revenus des sociétés, et donc ça gonflerait en partie l'excédent brut d'exploitation des sociétés, et donc ça biaiserait un peu à la baisse la part salariale belge en fin de période. Mais par ailleurs, vous savez comme moi qu'on a, pas particulièrement en Belgique, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, on a une montée importante de très hautes rémunérations salariales qui sont en fait des revenus du capital déguisés. Je pense aux stock options et d'autres éléments de rémunération qui ont explosé au cours des 10-15 dernières années, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et donc, on a pu montrer, Michel Husson, qui est ici a analysé ça aussi, a pu montrer qu'aux États-Unis, si on élimine l'impact du 1% supérieur au niveau des rémunérations les plus élevées sur l'évolution de la part salariale, au lieu d'avoir une stabilisation, on se retrouve avec une baisse qui n'est pas négligeable. Et donc, on a des revenus salariaux qui en fait sont des revenus de capital déguisés, et on a peut-être une partie des excédents d'exploitation qui sont des revenus déguisés de travail indépendant. Je crois que dans l'ensemble, c'est difficile de dire ce qui pèse, ce qui domine dans ces deux corrections. Mon hypothèse à moi, et surtout compte tenu de ce qu'on voit également à l'étranger, c'est que la balance ne doit pas être très déséquilibrée entre les deux éléments. Il y a peut-être aussi encore un élément qu'on peut citer aussi, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas eu, j'étais un peu paresseux, je n'ai pas fait la correction pour un élément qui vient aussi biaiser les chiffres dans le cas belge, c'est qu'on a pas mal de subventions salariales qui en fait réduisent le coût du travail, mais qui en comptabilité nationale sont maintenues dans la part salariale. Je vous donne un exemple, il y a des réductions de prix compte professionnels, bien sûr qui ne sont pas faites à l'avantage des travailleurs salariés. C'est simplement des subventions qui sont payées aux entreprises, ça baisse la masse salariale des entreprises. Dans la comptabilité nationale, ce n'est pas sorti, ça reste dedans. Alors qu'en fait, en toute logique, il faudrait l'enlever. Si on fait la correction, au lieu d'avoir la première coupe, on a la seconde où la part salariale baisse de manière plus prononcée.
Voilà, ça c'est pour vous mettre un peu en appétit sur, sur un peu les constats qu'on peut faire au niveau belge. On pourrait faire une analyse de type similaire sur les données de la base de données UCLEMS. Je n'ai pas le temps parce que fondamentalement les conclusions sont les mêmes, même si elles sont un peu atténuées, parce que dans la base de données UCLEMS, on fait quand même des corrections pour éviter un certain nombre d'absurdités dans l'imputation de revenus de travail dépendant. Mais la tendance qu'on observe est la même, c'est qu'il y a une surestimation quand on ne fait pas l'analyse au niveau des sociétés non financières au sens strict, on tend à avoir une sous-estimation de la baisse de la part salariale. Voilà, les conclusions, en fait, je les ai déjà relativement développées. Donc, les hypothèses que l'on utilise sont importantes, il faut bien les voir dans le détail, dans le black box, la manière dont les calculs sont faits. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas un certain nombre de biais ou d'artefacts statistiques qui sont inclus dans les statistiques, sinon, effectivement, on risque de tirer des conclusions hâtives sur l'exception belge en matière de baisse de la part salariale. Alors, les liens avec la compétitivité, je ne vais pas être trop long, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'élément central du débat. Peut-être d'autres en parleront mieux que moi après cette intervention. Simplement, il faut savoir que sur le plan théorique, on a une stabilité de la part salariale, la règle générale. On a cette stabilité quand les gains salariaux, c'est-à-dire les salaires réels, augmentent au même rythme que les gains de productivité du travail. Ça, c'est la règle de base. Cette règle de base, dans le cas belge, elle doit être un petit peu nuancée parce qu'on est un petit pays très ouvert qui subit plus fortement que d'autres les chocs du cas des charges, notamment des chocs pétroliers, des chocs énergétiques. Et donc, en Belgique, on observe à long terme des problèmes de changement dans les prix relatifs, c'est-à-dire les prix à la consommation, sur lesquels les salaires sont indexés, augmentent plus vite en Belgique que les prix de des facteurs de la valeur ajoutée ou que les prix auxquels vendent les entreprises. Et donc, ça introduit quelque part un biais qui fait que le débat est un peu plus compliqué en Belgique, parce qu'en Belgique, par exemple, en cas de choc pétrolier ou de choc de terme d'échange, si on a effectivement, si on respecte la règle d'indexation parfaite des salaires sur les gains de productivité, en plus de l'indexation sur les prix à la consommation, j'ai bien les prix à la consommation, on peut effectivement avoir une certaine déformation de la part salariale. Si j'ai le temps, je vous montrerai le graphique sur l'évolution des prix relatifs en Belgique. C'est un point technique, mais c'est un point qui intervient souvent dans les discussions sur la compétitivité en Belgique, parce qu'effectivement, les entreprises se plaignent de devoir payer 2 fois les chocs pétroliers, une fois parce qu'ils payent leur facture énergétique, deuxième fois parce qu'ils la payent à travers la hausse des coûts énergétiques importés qui se trouvent dans l'indice des prix à la consommation. Voilà. Alors, une manière possible de mesurer la compétitivité, qui permettrait un petit peu d'objectiver les débats, c'est, parce que ça permet aussi de positionner les choses à niveau, c'est de comparer l'évolution des parts salariales entre, par exemple, la Belgique et les zones de référence. C'est ce qui est fait ici, je ne dis pas que c'est indiscutable comme concept, mais ça permet effectivement de positionner la Belgique par rapport à ce qui s'est passé dans les autres pays. Donc vous avez les évolutions pour la Belgique, où on voit effectivement qu'il y a une augmentation de la part salariale plus importante dans les années 70 que dans la moyenne européenne. Mais vous voyez qu'après, on s'est bien rattrapé, si je puis dire, en baisse, avec une baisse qui a été plus prononcée que dans la moyenne européenne. Donc là où pendant les années 70, on était au-dessus de la moyenne européenne, on redescend en dessous de cette moyenne européenne pendant les années 80. On remonte légèrement au-dessus au début de la décennie passée et on revient grosso modo à une parité en fin de période. Donc on voit des évolutions de part salariale relative qui peuvent s'expliquer, que je n'ai pas analysé ici, par rapport à la moyenne européenne, mais qui ne sont pas, à part la bosse effectivement de la fin des années 70, qui ne sont pas d'ampleur colossale. Si on regarde les évolutions actuelles, on serait autour de l'indice 100. Ça, c'est au niveau de l'ensemble de l'économie. Si on regarde, parce que c'est en Belgique, c'est le nœud du débat, parce qu'actuellement, on a une loi sur la compétitivité qui consiste à comparer les évolutions salariales en Belgique par rapport à seulement 3 des concurrents, notamment l'Allemagne, qui pèse très lourd, qui pèse pratiquement 50% en termes de pondération, et donc ça ne sera pas sans incidence, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Si on compare l'évolution de la part salariale belge dans le secteur des sociétés, quasi-sociétés, toujours selon les données européennes, entre la Belgique et la moyenne des 3 autres pays, on voit qu'on est en dessous en début de période,
la baisse belge est moins marquée que dans les autres pays, mais on parle plus bas. Bon, il y a quelques années où on se retrouve légèrement au-dessus de la moyenne des 3 autres concurrents, mais ça, on pourra l'expliquer quand on verra les évolutions allemandes. Mais qu'à partir du moment où un pays, la part salariale dans un pays s'effondre, ben, si on baisse un peu moins vite, ben, on finit par passer au-dessus. Hein. Mais on passe au-dessus non pas parce qu'on a eu un dérapage salarial interne qui était expliquable, mais on passe au-dessus parce que simplement les autres ont encore été plus forts dans la réduction de la part salariale. Je ne sais pas si j'ai le graphique ici, là, mais voilà, on voit les évolutions pour l'Allemagne. Hein. J'ai intitulé le poids du surajustement allemand par rapport à la moyenne des 3 concurrents, hein, donc, qui est la référence pour la loi belge. On voit l'effondrement, ou en tout cas la baisse extrêmement prononcée du côté allemand. Bien sûr, on partait d'un niveau élevé qui était lié en partie aussi, notamment à la fin des années 80, à ce qui s'était passé avec la réunification allemande. Mais on voit que la baisse se poursuit très tardivement, et ce n'est qu'au cours, depuis l'émergence de la crise financière, qu'on a une légère correction du côté allemand, mais l'Allemagne reste encore le pays qui se trouve avec la part salariale pratiquement la plus basse. La Belgique, on a eu une baisse très forte pendant les années 80, qui a été liée aux politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre avec la dévaluation du franc belge et compagnie. Depuis lors, effectivement, depuis les 25 dernières années, on a une certaine stabilisation en Belgique. Ça, c'est incontestable au niveau des sociétés et quasi-sociétés. On a une stabilisation qui est à un niveau plus bas que celui de la période avant crise. Et comme les autres ont baissé très vite, on a tendance à repasser un peu au-dessus parce qu'effectivement, le poids de l'Allemagne joue de manière considérable. Voilà. Donc, pour les conclusions là-dessus, donc, au niveau global, au niveau de l'ensemble de l'économie, si on corrige sérieusement les chiffres pour tenir compte d'un certain nombre de spécificités belges, grosso modo, on reste en ligne avec les évolutions européennes, c'est-à-dire qu'on a une baisse marquée de la part salariale au cours des 30-40 dernières années par rapport à la situation d'avant-crise. Au niveau des sociétés, quasi-sociétés, la baisse est un peu moins marquée en Belgique, mais on part d'un niveau plus bas. Il y a effectivement un impact considérable de la baisse au niveau allemand. Je crois que ça explique aussi un peu les évolutions des indicateurs de compétitivité en Belgique. Alors peut-être une chose aussi, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais parler de compétitivité c'est bien, mais dans le cadre belge, en fait, ce que ça concerne essentiellement, c'est le secteur ouvert, donc c'est essentiellement l'industrie manufacturière. Au niveau de l'industrie manufacturière, la baisse salariale est beaucoup moins marquée, aussi bien en Belgique qu'au niveau européen, parce que les contraintes internationales sont sans doute plus fortes et qu'il y a moins de marge de manœuvre. Mais on voit que la Belgique, en fait, reste largement en phase avec nos concurrents en termes de part salariale relative dans le secteur manufacturier. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas encore que le niveau des salaires est à bon niveau, parce que la part salariale en Belgique peut être relativement élevée, par exemple, dans le secteur manufacturier, non pas parce que les salaires sont nécessairement excessifs, mais parce que les prix de la valeur ajoutée du secteur sont relativement bas. Et pourquoi est-ce que les prix de la valeur ajoutée dans le secteur doivent être relativement bas? Parce qu'effectivement, on est une économie très dépendante de l'étranger, une économie très, très ouverte. On achète pas mal dans l'industrie, on va acheter pas mal de notre consommation intermédiaire à d'autres secteurs et à l'étranger. Et là, les coûts de consommation intermédiaire sont influencés, bien sûr, en partie par les salaires, mais aussi par les taux de marge dans ces secteurs-là. Donc, si vous avez une augmentation du taux de marge, donc la marge bénéficiaire dans les secteurs habilités, ça a tendance à faire augmenter la part salariale dans l'industrie manufacturière. Vous voyez comme quoi il faut se méfier, un train peut en cacher un autre. Voilà, ça, je passe aussi. Bon, les prix relatifs, voilà, c'est ce que je vous avais montré. Les prix relatifs, c'est peut-être un concept un peu abstrait, mais en fait, ça consiste à mesurer l'évolution des prix à la consommation pour lesquels les salaires sont indexés en Belgique par rapport, pour faire simple, les prix auxquels les entreprises peuvent valoriser leur production. Et on voit qu'effectivement, on a cette cause qui est liée effectivement aux successions de chocs énergétiques, essentiellement, et éventuellement aussi à des augmentations des taux de marge dans les secteurs abrités de l'économie. Et donc, peut-être encore une parenthèse, si on voit qu'on a une baisse de la part salariale en Belgique au niveau de l'ensemble de l'économie, mais si parallèlement on voit qu'on n'a pas cette baisse dans l'industrie manufacturière, on peut supputer que la baisse dans les secteurs non manufacturiers, c'est-à-dire dans les services aux entreprises, etc., que la baisse est beaucoup plus marquée et que là on a une augmentation relativement importante des taux de marge. Ça c'est vraiment quelque chose à verser dans le débat sur la compétitivité. Voilà. Alors peut-être mon dernier... J'ai encore combien de temps? Bon, ben, je crois que ça ira pour dire l'essentiel.
Mon point suivant, c'est d'aller peut-être un peu au-delà simplement du partage capital-travail qui est mesuré notamment par la taxe salariale, pour essayer d'analyser un peu, de manière plus large, l'évolution de la répartition des revenus en Belgique, et notamment des revenus de la propriété. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est souvent mal compris par certains, c'est qu'on a d'une part des revenus du capital productif, du capital qui découle du processus de production, donc qui sont en gros, moi je dirais les salaires, la partie du travail qui n'a pas été distribuée sous forme de salaire. Et puis d'autre part, vous avez des revenus de la propriété qui découlent aussi du capital de prêt. Vous avez un ménage, même salarié, qui emprunte, qui a en fin d'une vie active, qui accumule un petit patrimoine financier, qui a un carnet d'épargne, qui achète des bons détails, des choses comme ça, et il perçoit un revenu financier. Ce revenu financier n'a pas de contrepartie dans la sphère productive. Donc on peut avoir un décalage entre l'évolution du capital, au sens où l'on entend en capital productif, la partie non distribuée des revenus du travail qui a été fourni, et d'autre part des revenus de la propriété qui, eux, vont être gonflés, par exemple, par les intérêts de la dette publique. Dans le cas belge, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup parce que depuis 25 ans, 30 ans, on a une réduction de notre endettement public, on a une réduction du poids des charges d'intérêt, et donc on a une réduction des revenus d'intérêt qui sont perçus par les rentiers. Et donc, quand on regarde les évolutions, dans le premier graphique, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici au-dessus, vous avez l'évolution de la part des revenus du travail, donc des revenus professionnels, c'est-à-dire les salariés et les non-salariés, c'est-à-dire les indépendants. Puis vous avez ici, ça c'est revenu du capital au sens où les revenus du capital productif, c'est-à-dire en gros l'excédent d'exploitation des entreprises et des ménages, donc c'est net. Et puis vous avez les revenus de propriété privée qui ont augmenté beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été alimentés pendant les années 70 et 80 par l'explosion des charges d'intérêt sur la dette publique. Donc là, ce n'était pas le capital qui versait des revenus aux ménages, c'était les administrations publiques qui versaient des revenus d'intérêt aux ménages et aux entreprises. Donc, l'écart entre la ligne rouge et la stabilité, ça c'est la réduction du poids des charges d'intérêt de la dette publique. Ça représente 7% de PIB pratiquement de nos jours sur une période de 25 ans. C'est colossal. Et on en retrouve la symétrie dans la baisse relative des revenus de la propriété, entre guillemets, imposable des ménages. Donc il faut faire attention, revenus du capital et revenus de la propriété ne sont pas nécessairement la même chose, et quand on rentre dans les débats fiscaux, sur la manière, par exemple, d'éponger des déficits publics, etc., il faut être attentif à ces éléments-là. Mais je vais vous rassurer tout de suite, il y a quand même des choses qu'on peut aller voir de manière plus détaillée au niveau des revenus de la propriété. Ici, j'ai repris un petit graphique qui vous montre d'une part l'évolution de la part salariale belge dans les sociétés et quasi-sociétés. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est la courbe qui est ici, avec une tendance baissière depuis 1985, qu'on retrouve. Et puis vous avez les dividendes qui ont été distribués aux actionnaires et les bénéfices distribués aux actionnaires non résidents, qui est la courbe en bleu. Vous voyez, on a un parfait effet de ciseau entre d'une part la réduction de la part salariale et d'autre part l'augmentation, non pas des investissements productifs, mais l'augmentation des revenus distribués de la propriété par les entreprises. On retrouve la même évolution, mais sur une perspective plus longue, dans le graphique qui suit, où on voit également l'évolution des bénéfices distribués de sociétés, tant aux agents intérieurs, aux ménages, ça c'est la partie en rouge, et qu'au reste du monde. Et donc ce qu'on voit ici, c'est un indicateur d'internationalisation du capital. Vous avez l'explosion des dividendes et des revenus distribués du capital et de la propriété qui est faite par les sociétés et quasi-sociétés, en même temps qu'on a une baisse de la part salariale. Et c'est surtout au niveau des transferts vers le reste du monde, donc lié à l'internationalisation du capital, qu'on retrouve cette explosion. Elle est moins marquée au niveau des ménages, mais elle est quand même présente. Alors, peut-être un dernier graphique avant de passer aux conclusions. C'est un graphique pour moi qui est important parce qu'il repositionne la question de la part salariale dans le débat plus large qu'on va avoir aussi par la suite. C'est le problème du rôle qu'a joué la baisse de la part salariale dans la financiarisation et dans la mise en place d'un régime de croissance dont on voit aujourd'hui qu'il est complètement en bout de souffle et que les temps de crise structurelle, on a vu avec la crise financière et avec maintenant les avatars des processus d'ajustement au niveau européen. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique? En fait, on met essentiellement deux choses. On met les ressources et financières des entreprises, après avoir payé évidemment les salariés, après avoir reçu les intérêts, parce que maintenant les entreprises, même les entreprises non financières, sont bénéficiaires nets de revenus d'intérêt. Donc ça veut dire qu'elles touchent plus d'intérêts qu'elles n'en payent du fait de leur endettement. Donc vous avez les ressources financières. Elles ont été
on a déduit l'impôt des sociétés, parce qu'effectivement, l'impôt des sociétés, une fois qu'il est déduit, il ne peut plus servir à financer les dividendes. Et donc, on a aussi tenu compte des transferts en capitaux, c'est-à-dire des aides aux investissements que reçoivent les entreprises. Donc ça, c'est les ressources des entreprises. On voit effectivement qu'on a une crise pendant les années 70 avec une forte baisse de ces ressources d'entreprise, donc un problème de rentabilité du capital et un problème de capacité de financement de leurs investissements, mais avec un rétablissement qui est absolument spectaculaire pendant les années 80 et qui se poursuit et qui s'accentue encore maintenant en pleine phase de crise financière parce qu'effectivement, l'excédent d'exploitation, comme on l'a vu, qui a signifié la part salariale, a continué d'augmenter jusqu'en 2011. Et puis, ça fait un peu les investissements productifs qui sont faits en Belgique par les entreprises. Et l'écart entre les deux, c'est le surplus qui est investi dans la sphère financière sous forme de distribution de dividendes ou sous forme de placements financiers, de rachat d'actions, d'OPA, d'acquisition, etc. Donc, l'écart entre les deux vous donne l'extension de la sphère financière. Donc, j'ai mis ici voilà, un indicateur qui est le ratio des deux, qui est un indicateur qu'on appelle de financiarisation de l'économie, qui montre que ça ne s'est pas ralenti au cours des dernières années. Et donc, ceci, ce sont des moyens financiers qui ne sont pas réinvestis dans la sphère productive en Belgique. Et donc, quand on a un débat sur la compétitivité en Belgique, je crois qu'il est important aussi d'avoir en tête, je dirais, la face cachée de la photo, parce qu'effectivement, ceci montre qu'il y a beaucoup d'argent dans les entreprises, beaucoup d'argent qui n'est pas réinvesti. J'ai regardé les chiffres pour les sociétés et les sociétés. Au cours des 10 dernières années, ces entreprises sont en surplus. Donc c'est le monde à l'envers. Traditionnellement, les entreprises empruntaient pour financer leurs investissements productifs. Maintenant, les entreprises sont des placeuses nettes sur les marchés financiers, puisqu'elles disposent de capacités de financement qui ne sont pas utilisées ni pour les salaires, ni pour les investissements productifs. Voilà. Alors, une conclusion plus normative. Donc, moi, je suis persuadé, là je parle en nom personnel, que pour sortir de la crise, une remontée de la part salariale est un élément essentiel. Ce n'est pas seulement une question de redistribution d'équité, c'est une question aussi de sortir de ce modèle qui nous a menés dans le mur, qui nous a complètement menés dans le mur, qui nous a menés dans une crise financière absolument dramatique, et qui est un modèle inefficace aussi, parce qu'il conduit soit à un sous-investissement chez nous, soit à des investissements dans des pays concurrents qui alimentent le régime de basse pression salariale. Donc il faut bien se rendre compte qu'en Belgique, on est incapable à nous seuls de remonter la part salariale, parce qu'on peut parfaitement essayer de remonter les salaires, mais si les entreprises remontent leurs prix, la part salariale ne pourra pas bouger. Donc il ne suffit pas d'augmenter les salaires pour modifier la part salariale. Donc il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait une réduction du taux de marge. Et si on veut qu'il y ait une réduction du taux de marge qui ne se traduise pas encore par une baisse, par un chantage au désinvestissement et par une baisse de l'investissement, ça veut dire que le seul degré de liberté qu'on a, c'est une réduction de la fonction actionnariale, c'est-à-dire de la part des profits qui se retrouvent là entre les deux coupes et dont on a vu qu'ils avaient explosé, profits distribués, dont on a vu qu'ils avaient explosé sans que ça ne contribue à améliorer les performances économiques en Belgique. Je vous remercie.